quels sont vos diagnostics et qu'est-ce que vous proposez comme bilan, là, comme attitude pratique à ce stade-là? Donc, à ce stade-là, on peut penser soit à une détresse respiratoire transitoire, soit à une maladie des membranes hyalines, par l'hyperinsulinisme, soit une cardiopathie, bravo, parce que le diabète maternel prédispose aux cardiopathies, soit l'infection, très bien. Ok, quoi d'autre? Souffrance, très bien, parce que ce sont des macrosomes, très bien. Donc, quel bilan? Donc, qu'est-ce que vous proposez comme bilan? Radiothorax, quoi d'autre? Bilan inflammatoire, parfait, très bien. La radiothorax est là. Elle est de mauvaise qualité, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous montre? Cardiomégalie. Donc, on a l'impression qu'il y a une cardiomégalie. Le bilan biologique, il est là. Hémoglobine à 20 grammes, plaquettes 48 000, classique, les thrombopénies chez les enfants de mère diabétique, classique, la polycythémie chez les enfants diabétiques avec un taux d'hémoglobine très important et ils font même des accidents thromboemboliques là-dessus, une acidose respiratoire, une CRP à 17 mg, pas très très élevée, une glycémie à 1,8 millimoles. Donc c'est une hypoglycémie. La définition de l'hypoglycémie, c'est inférieur à 2,2 millimoles. Alors, ce qui est tolérable. Et là-dessus, à ce moment-là, cet enfant il développe une hypoxémie réfractaire. Il devient tout bleu. Donc une hypoxémie réfractaire sous 100% d'oxygène, ventilation à max, enfin tout va mal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une échographie cardiaque. La qualité de l'image est merdique, mais vous allez voir, ça c'est un ventricule gauche. Ce que vous voyez là, c'est la chambre de chasse du ventricule gauche. Ça c'est la paroi du VG, ça c'est le septum interventriculaire. Septum interventriculaire, habituellement, il fait à peu près 5-6 mm. Là, il doit faire... Là, le septum interventriculaire, il doit faire à peu près, vous voyez, plus de 1 cm. Là, c'est la paroi du VG, ça, la chambre de chasse. Inexistante. Donc, on est devant une cardiomyopathie obstructive. Il n'y a rien qui est éjecté par le VG. Donc, l'écho-cœur montre une HTAP avec une cardiomyopathie hypertrophique obstructive. La fonction VG, elle est inexistante. Cet enfant, il est intubé, ventilé, il reçoit du surfactant. On lui met du monoxyde d'azote, on met de l'hémisuccinate d'hydrocortisone et il ne s'améliore pas. Qu'est-ce que vous allez faire après? Tu as raison. Oui, tu as raison. Ça pourrait être une infection qui est passée inaperçue, même avec une CRP qui est négative. La CRP, c'est trop tôt pour augmenter. 17. Alors, le seuil de positivité est à 20. À partir de 20. Le seuil de positivité, mais j'ai 10. Le vrai réel seuil de positivité, c'est à partir de 20. Qu'est-ce que tu mettrais comme drogue pour la cardiopathie? Très bien, monsieur Habzallah, yarham al-walidin. L'un des médicaments qu'on peut utiliser, c'est les bêta-bloquants pour ralentir la fréquence cardiaque et à ce moment-là permettre au ventricule gauche de se remplir. Quels sont les effets secondaires du bêta-bloquant, monsieur Habzé? Les hypoglycémies. Et c'est un enfant de mère diabétique qui fait... Voilà. Donc, il faut juste le savoir. Mais ça n'empêche, on peut les mettre, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait 6 heures après, on a fait un contrôle, effectivement. Il a une thrombopénie qui s'aggrave, il a une CRP qui monte. Et donc là, on a mis les antibiotiques. Voilà. Donc, on a mis les antibiotiques. On a transfusé les plaquettes. Il avait un KTVO pour sucrer, et ainsi de suite. Et Menbent, voilà. Donc, effectivement, on a mis... Parce qu'il avait 30 000 plaquettes. Oui, alors عندك الحق
Mais les recommandations des sociétés savantes concernant une thrombopénie définie par un taux de plaquettes inférieur à 150 000. Non, madame, vous avez bien raison. Quand vous avez un enfant qui est en ECMO, en circulation extracorporelle, vous transfusez en dessous de 100 000 plaquettes, vous transfusez. Quand vous avez un enfant en ventilation mécanique, en réanimation, vous transfusez en dessous de 50 000 plaquettes. Quand vous avez un nouveau-né normal qui ne demande strictement rien, vous transfusez en dessous de 30 000 plaquettes. On est à 30 000, mais c'est un enfant qui a besoin d'être en ventilation mécanique, qui a besoin, donc il est dans le critère ventilation artificielle, réanimation, donc transfusion en dessous de 50 000 plaquettes. Ce sont les recommandations qui étaient à l'époque valables. Mais les recommandations de l'époque, c'était en dessous de 100 000 en ECMO, transfusion, en dessous de 50 000 en réanimation, ventilation artificielle, transfusion, en dessous de 30 000 chez le nouveau-né qui ne demande rien à personne. Donc, il a été transfusé en plaquettes. Et Kismito, donc vous avez raison d'avoir pensé au sepsis parce que l'hémoculture, elle va revenir positive à Escherichia coli. Donc très bien, donc les antibiotiques, ce n'était pas inutile. Haja khora, sur le plan hémodynamique, il allait mieux, sauf que Kismito, il allait mieux. Au Menbent, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Il va mieux sur le plan hémodynamique. Une fois qu'on a mis donc les bêta-bloquants, on a ralenti la fréquence cardiaque, on l'a resucré de façon à éviter l'hypoglycémie qui est à une double origine. Donc à la fois une origine liée au diabète maternel et une origine liée, bien sûr, iatrogène, ou en tous les cas, qui est liée au bêta-bloquant. Et cet enfant, il a normalisé progressivement la glycémie, il a normalisé progressivement son hémodynamique. On lui faisait une écho-cœur par jour, il s'est amélioré. Il est sorti à domicile à 25 jours de vie. Il avait 120 à 130 au début et on l'a ralenti à 80 de fréquence cardiaque. On l'a ralenti, donc on s'est donné un cut-off de 80. Parce qu'en dessous de 80, tu risques d'avoir des hypotensions artérielles. Et voilà, à 130, il ne se remplit pas. Il ne se remplit pas parce que il n'y a plus de chambre. La chambre de chasse est devenue virtuelle, complètement virtuelle. Donc il faut lui laisser le temps de se remplir. Voilà. Donc ce sont des situations pour lesquelles, quand on a un enfant de mère diabétique, la première des choses auxquelles il faut penser quand vous avez un enfant qui présente une cyanose, c'est soit il a une détresse respiratoire, donc dans ce cas-là, c'est une cyanose qui répond à l'oxygène, parce qu'elle est d'origine pulmonaire. Si elle ne répond pas à l'oxygène, elle est cyanogène, donc il faut penser à la cardiopathie. Cardiopathie, il y a deux circonstances. Soit une malformation cardiaque. Il faut savoir que le diabète maternel, effectivement, multiplie le risque par 5 à 6 fois de cardiopathie, toutes les cardiopathies confondues. Et l'une des complications, c'est l'HTAP. L'HTAP qui est liée, bien sûr, à la cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Wallah marqt. Mais je ne me rappelle pas, c'est en microgrammes kilo-minute. On le prescrit et on le prescrit en microgrammes kilo-minute, mais je n'ai pas pris la dose exacte. Voilà, donc là on est devant, en conclusion, c'est un enfant de mère diabétique qui a fait une maladie des membres myéliques, une HTAP, une cardiomyopathie hypertrophique, une septicémie à Escherichia coli. Donc vous voyez, cet enfant, c'est une grossesse qui était assez correctement suivie. Il n'y a pas de rupture de la poche des os prolongée, il n'y a pas de contexte de fièvre maternelle, ni rien du tout, mais il y a quand même une septicémie à Escherichia coli. Donc l'ascension de la CRP nous a fait penser à ça, et surtout la gravité de la détresse respiratoire. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ? Qu'est-ce que vous aurez fait différemment? Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Asphyxie périnatale, c'est vrai. Ce sont des terminologies qui ont changé. Alors, on va passer à un autre domaine. Nicolas. Quand je l'ai vu, il était déjà assez grand.
Donc il est né, la mère elle avait 28 ans au moment de la grossesse, il est né en 99, vous voyez, ça fait quand même un bout de temps. Il est né à 40 semaines, fissuration de la poche des os de 24 heures, admission à la maternité pour maturation du col, parce qu'elle est à 40 semaines. C'est arrivé à 10h30 du matin, on lui met un gel de prostaglandine et on surveille le RCF qui était bon. En fin de journée, donc il est arrivé donc à 10h30, on met le gel, à 17h45, il n'y a pas de modification du col, donc on remet la dame dans son lit en me disant revenez dans votre chambre, demain on refera une autre tentative. Le lendemain, de nouvelle maturation à 9h du matin avec un poste de gel de prostaglandine. Et à ce moment-là, la poche des os se fissure. Elle était fissurée déjà depuis 48 heures. Le RCF est normal. À 60 heures de travail, le RCF devient peu oscillant et un utérus qui est tonique. Donc ça, c'est la femme est admise le 3 à 9 heures du matin, le 5 à 8 heures du matin, donc 48 heures plus tard. À ce moment-là, on met en place une péridurale, on commence le Saint-Ossinon. Et comme elle avait fissuré depuis 48 heures et elle avait rompu de manière franche, la poche des os, donc il n'y avait presque plus de liquide amniotique, donc on fait ce qu'on appelle une amnio-infusion. Je ne sais pas si vous savez. Donc à ce moment-là, ils vont mettre un gros trocar à travers le ventre de la mère qu'ils vont planter dans l'utérus et ils vont remplir avec du sérum physiologique pour permettre à ce moment-là d'avoir un peu de liquide amniotique de façon à faciliter le passage. Donc ils font une amnio-infusion et à 19h55, ça veut dire 81 heures après le début du travail, elle accouche par voie basse. Un enfant qui pèse 3 kg 560 grammes, 50 cm, 35 cm, Apgar 9-10, il a une énorme bosse sérosanguine parce qu'un travail de 4 jours presque, voilà. La fontanelle est normotendue, une hémodynamique normale, tout va bien. Le 6, à minuit, donc il avait 15 heures de vie, je pense, non, 4 heures de vie. À ce moment-là, il commence à geindre, il tire un peu, mais bon, il est réactif. Il a bu 15 millilitres. À H8 de vie, il a une cyanose du visage pendant le sommeil. À l'examen clinique, il est tout à fait rassurant. Voilà, le médecin qui l'examine pense à un reflux, donc il dit pas de lait dans la bouche. Il lui fait une CRP qui est négative parce qu'il pense au sepsis après 4 jours pratiquement de rupture de la poche des os. Et il regarde pendant l'examen, il trouve que l'enfant, le nouveau-né, mâchonne. À H12, il fait quelques apnées. La bactérie est revenue négative. Et à 10h15, le lendemain matin, il fait plusieurs apnées et bradycardie, il est transféré. Pensez à quoi? Convulsion néonatale, quoi d'autre? L'infection, bravo. Parfait. Vous avez raison, le bilan est négatif, mais au début, la CRP, elle peut être négative et elle va monter par la suite. Donc, le prélèvement bactériologique est négatif au direct, donc on n'a pas encore les cultures définitives, parce que là, il n'a même pas 24 heures de vie. Donc, il y a en premier lieu le sepsis, deuxième lieu, les convulsions, troisième lieu, les hypoglycémies, ça peut donner cet aspect-là, convulsions sur hypoglycémie. Quoi d'autre? Souffrance neurologique, très très bien, l'asphyxie périnatale, parce qu'il y avait un travail très prolongé, même si le score d'Apgar était à 8-9, cet enfant avait une énorme bosse sérosanguine, il peut avoir des signes d'hypertension intracrânienne. Moi j'en ai vu des enfants qui avaient un décollement du cuir chevelu avec une énorme bosse sérosanguine qui ont convulsé là-dessus. L'hémorragie intracrânienne, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, vous avez raison. Donc il y a énormément de diagnostics à évoquer. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire comme bilan? Radiothorax, très bien, quoi d'autre? Voilà, bilan biologique à la recherche d'une hypocalcémie, d'une hypoglycémie, une ETF, une acidose. Très bien, un EEG aussi. OK, à ce moment-là, l'enfant, comme je vous ai dit, il est intubé, transféré en réanimation. En réanimation, le médecin qui le voit, il dit « tout va bien ». La bactérie est négative, les paquets sont normales, le gaz du sang, vous voyez, il n'a pas d'acidose ni rien du tout. Qu'est-ce que vous demandez autre examen? Vous m'avez dit l'EEG. L'EEG, effectivement, on voit
des décharges critiques postérieures gauche. Et à l'ETF, ils disent zone hypoéchogène, doute sur AVC. Et à ce moment-là, l'interne qui le voit, il en parle à la chef. Le chef dit, bon, écoute, appelle le radiologue, l'éco-TF, c'est un mauvais examen, appelle la radiologue. La radiologue, elle dit, bah, je fais un scanner, parce qu'elle cherchait une hémorragie cérébrale. Et le scanner dit, hypodensité de la substance blanche et centre semi-ovale gauche, doute sur une hypodensité frontale droite. Mais il laisse ça comme ça. Le scanner est un mauvais examen pour l'AVC néonatal. Il ne montre que s'il y a un signe hémorragique. En dehors du signe hémorragique, il ne peut pas différencier une ischémie ou non-ischémie. D'accord? À ce moment-là, très bien. Donc, il vaut mieux faire une IRM. Et quels sont les diagnostics à évoquer devant cet aspect-là? Donc, on peut évoquer une asphyxie périnatale. Bien sûr, une encéphalopathie sur une ischémie néonatale, parce que vous avez un EG qui monte des décharges, parce que vous avez une zone d'hypoéchogène, mais ça peut être de l'œdème cérébral, parce que vous avez des hypodensités de la substance blanche, ça pourrait être de l'œdème cérébral. Donc, on n'a rien de précis. Quel autre diagnostic à évoquer? Oui, quoi d'autre? L'AVC néonatal. OK? Donc, ça pourrait être donc un AVC néonatal. Alors, c'est un AVC néonatal. Alors, il est dû à quoi cet AVC néonatal, selon vous? Voilà. Donc, l'AVC néonatal n'a rien à voir avec ces conditions d'accouchement. Ces conditions d'accouchement, c'est-à-dire un travail de 81 heures, une femme qui arrive en maternité, on la déclenche, enfin, on mature le col. En fin de journée, on lui dit, le col n'a pas bougé, rentrez dans votre chambre. Revenez le lendemain. Yallah, ga'dak l'akhor, infusion. Donc, ça n'explique pas l'AVC néonatal. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de lien, même s'il peut y avoir des associations, mais le lien de causalité n'existe pas. Donc, l'AVC néonatal, il peut survenir en anténatal, il peut survenir en pernatal ou il peut survenir en postnatal. Donc, ça dépend des moments. Donc là, c'est très probablement ce qu'on appelle l'AVC périnatal, c'est-à-dire entre soit immédiatement avant l'accouchement, dans les jours ou les 24 heures ou là au moment pendant l'accouchement ou là immédiatement après l'accouchement. D'accord? Donc, ce sont des AVC ischémiques la plupart du temps. Ils peuvent être parfois hémorragiques ou mixtes. Il faut savoir que 50% des AVC néonataux, ce qu'on appelle nous néonataux, surviennent pendant la période périnatale. Parce que les manifestations cliniques d'un AVC, c'est généralement dans les premières 24 à 48 heures. Un enfant qui va bien à la naissance, qui s'adapte à la naissance et qui commence à convulser quelques heures après la naissance. Et pour pouvoir convulser quelques heures après, ça veut dire que le phénomène existe depuis au moins quelques heures, c'est-à-dire au moins 12 à 24 heures avant. D'accord? Parce qu'il faut un œdème cérébral, il faut une irritation, et ainsi de suite. Oui. Alors, la seule façon de faire la part des choses, c'est de voir alors, il y a ce qu'on appelle les convulsions bénignes idiopathiques, ce qu'on appelait pendant longtemps les convulsions du 5e jour. Celles-là, c'est probablement des anomalies métaboliques de la mise en place qui se mettent pendant la circulation transitionnelle, pour lesquelles on n'a pas d'étiologie bien déterminée si ça s'arrête là. Mais les AVC, vous avez obligatoirement un support anatomique. Quand vous faites une IRM, vous trouvez une zone ischémique. Strictement normal. Il boit le sein, il boit son biberon, l'examen est strictement normal. C'est très rare qu'on trouve un déficit. C'est très rare qu'on trouve un déficit, par exemple une paralysie d'un membre ou la chihaja. Et même les convulsions, elles sont parfois frustes. Vous avez parfois un petit pouce qui bouge comme ça, hop, 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 ou un œil qui bouge. Toc, toc. Et donc il faut vraiment le voir pour voilà. Donc là, c'est le EG qui a montré. Cliniquement, c'est un enfant qui va bien. Il fait des apnées.
Et les apnées et les bradycardies, ce sont ce qu'on appelle des équivalents convulsifs. Ce sont des signes qui peuvent être des équivalents convulsifs. Absolument, ce sont des convulsions subtiles. Très bien. Donc je passe sur l'imagerie. Donc l'imagerie, on voit un peu de tout. Parfois l'imagerie, elle peut être subnormale. Parfois on voit un réel aspect. Voilà, donc cliniquement c'est entre H12 et H72, 80% des cas, des enfants qui convulsent à cette période-là. Parfois des enfants qui développent une encéphalopathie. Il y a des enfants qui ont à ce moment-là une altération de la conscience, ils sont hypotoniques, ils sont endormis, voilà. Donc on peut les appeler une encéphalopathie périnatale, qui n'est pas obligatoirement l'encéphalopathie asphyxique ou la anoxo-ischémique. Donc c'est une encéphalopathie toute simple. C'est l'IRM qui confirme le diagnostic. Donc les mécanismes pathologiques qui sont de deux types. Le premier type auquel on pense, ce sont les contraintes au moment de l'accouchement. La plupart des enfants qui font des AVC, ils naissent par voie basse en présentation céphalique. Donc on pense qu'il y a très probablement un mécanisme de contrainte sur les artères carotides au moment de l'accouchement lié à la présentation. Et quand on leur fait des échographies des artères carotides, on ne trouve pas. Donc ce sont probablement des phénomènes transitoires. Mais le mécanisme physiopathologique le plus probable, ce sont des emboles cérébraux qui vont partir à travers, qui migrent à travers la partie placentaire, la partie fétale du placenta. Donc, dans le placenta, il y a la partie maternelle et la partie fétale. Et donc, à partir de la partie fétale, il y a très probablement des emboles. C'est le mécanisme, en tous les cas, le plus valable. C'est des emboles qui migrent. Et comme on est encore en phase transitionnelle avec un canal artériel ouvert, avec un foramen ovale ouvert, avec... voilà. Donc, à ce moment-là, il y a une migration avec un passage à travers avec les chantes et un passage direct de droite à gauche et de gauche directement vers le cerveau. C'est le mécanisme qui semble le plus probable. Donc le fait d'avoir des chantes, pourquoi c'est le mécanisme le plus probable? Parce que, en fait, c'est la période périnatale, c'est là où il y a le plus de risques d'accidents vasculaires cérébraux. Contrairement au grand enfant, ou contrairement, par exemple, même par rapport à l'adulte, les accidents vasculaires cérébraux, contrairement à ce qu'on pense, ils sont beaucoup moins fréquents chez les adultes par rapport aux nouveau-nés. La période néonatale, c'est la période la plus propice pour les AVC. Voilà, et donc quand on regarde histologiquement l'aspect du placenta, on s'aperçoit que finalement, il existe des marqueurs de chorioamniotytes dans 26% de cas, chez des femmes complètement asymptomatiques. Complètement asymptomatiques. Vous avez une réaction inflammatoire du placenta, évocateur de chorioamniotytes, et la chorioamniotite, elle prédispose à la migration des emboles. On trouve également parfois, alors parmi les facteurs de risque, le sexe masculin. Souvent, ce sont des garçons. Deuxièmement, une césarienne en urgence. Ça veut dire que quand vous faites une césarienne en urgence, vous avez à ce moment-là plus facilement une migration d'emboles parce que voilà, je ne connais pas très bien le mécanisme. L'hypoxie perpartum, c'est le cas. Donc ce fœtus, il a eu un travail très prolongé, quelques anomalies du rythme cardiaque fœtal. Troisième chose, c'est les nulliparités, celles qui ont leur premier enfant. C'est le cas de cette femme. C'est son premier enfant. Donc le risque est multiplié par 9 quand vous avez la primipare. Donc voilà. Donc ce sont des facteurs de risque. Et puis il y a les autres facteurs qui prédisposent, qu'on cherche tout le temps, qu'on trouve très 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 rarement. Donc les facteurs qui prédisposent, c'est tout ce qui est déficit en protéine C, protéine S, anomalies du fibrinogène, les anomalies de l'androtrompine 3, les anticorps anticardiolipines, les anticorps anti-lupus, les mutations du facteur 5 de Leiden. Et puis, à un moment, on cherchait les maladies métaboliques. On n'a pas trouvé de corrélation avec les accidents vasculaires cérébraux et les maladies métaboliques, en particulier celle qui était la plus recherchée, c'est l'homocystéinémie. Et on n'a pas trouvé de réel lien. On trouve qu'il s'est un peu plus élevé, mais le lien n'est pas établi de manière claire. Le déficit en bêta-oxydation, voilà, les causes infectieuses. Donc les méningites prédisposent, normal, parce qu'il y a des thrombus des sinus veineux, puis les chorioamniotites, et là, on n'est pas dans le cas de chorioamniotites.
Voilà, donc je pense que je vais passer sur celle-là pour l'imagerie, c'est l'IRM qui est aidante. Voilà, je passe là-dessus, toc, toc, toc. Il y a d'autres pathologies, il y a les infarctus veineux périventriculaires, il y a les malformations artério-veineuses, il y a les thrombus de sinus veineux. Donc il faut chercher à peu près toutes les causes. Mais quand vous avez une IRM qui est évidente, qui vous montre qu'il y a un AVC, c'est un AVC. Alors, est-ce que tous les AVC évoluent bien? Non. Malheureusement, pratiquement la moitié des enfants qui ont des AVC peuvent avoir des séquelles. Soit des séquelles motrices, soit parfois des séquelles cognitives, et des enfants qui peuvent avoir un réel handicap avec une infirmité motrice et cérébrale. Et voilà, donc qui vont développer une épilepsie. Donc cet enfant, il a développé une épilepsie extrêmement pharmaco-résistante. Donc il a eu un premier traitement par de la dépakine, il a eu un deuxième traitement par dépakine plus Keppra, plus dépakine plus Keppra, plus je ne sais pas quoi d'autre. Il a eu une chirurgie de l'épilepsie, une première fois une chirurgie de l'épilepsie avec un effet transitoire, et il avait une deuxième chirurgie de l'épilepsie sur un AVC. Vous voyez, un AVC pour lequel habituellement on considère que c'est une pathologie qui n'est pas spécialement très grave, mais parfois elle est franchement handicapante. Donc l'AVC, ce n'est pas quelque chose de bénin. Comment? Oui. Alors, cet enfant, il est né en 99. Maintenant, il a 24 ans. Donc il a suivi une scolarité normale jusqu'à l'âge de 10-12 ans, quelque chose comme ça, jusqu'au bac. Il a passé le bac, il a raté son bac, et à ce moment-là, il a suivi une filière de formation professionnelle avec une épilepsie il faisait beaucoup de crises. Il faisait entre 50 et 60 crises par jour. Et des crises qui sont des crises très brèves, de quelques secondes, parfois quelques minutes. Et il avait des types de crises très particulières. Ce sont des crises qui sont liées au bruit. C'est-à-dire que si je tape sur le micro et qu'il est dans la salle, il va tomber, il va faire une crise qui va durer 10 secondes et il va se lever. Il va continuer son travail. Et des crises motrices. Et à ce moment-là, il a été exploré. Il a eu ce qu'on appelle un SEEG, c'est-à-dire un EEG avec implantation des électrodes, c'est-à-dire que sous anesthésie générale, ils font rentrer des électrodes directement dans le cerveau avec des micro-trous, et c'est pour localiser l'endroit épileptogène. Donc une fois qu'ils ont localisé l'endroit, il a eu une chirurgie, donc ils ont décollé cette partie-là. Il s'est amélioré pendant quelques années et après, il a récidivé. Donc, il a eu une nouvelle cure de chirurgie et au moment de l'anapathe, ils ont trouvé qu'il y avait une espèce de dystrophie du tissu qu'ils ont retiré. On ne sait pas si cette dystrophie du tissu qu'ils ont retiré, est-ce que c'est elle qui est congénitale et qui a généré Hadak al-Khor ou la secondaire aux épilepsies répétées. Ou là à l'AVC. Donc on ne sait pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas plus frustes, c'est-à-dire pas de problème parce qu'on reçoit des nourrissons, donc à dire 3, 4, 5 mois avec des hémiparésies, avec aux explorations, donc les mêmes images. Est-ce que c'est des cas frustes, peut-être quelquefois des accouchements à domicile? Excuse-moi, deux petites... Allez-y, allez-y. Oui, je suis dans la salle. Est-ce que tu peux répéter ta question? Est-ce qu'il y a des cas, je dirais, d'AVC plus frustes, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment diagnostiqués à la naissance? Oui. Parce qu'on reçoit des nourrissons avec des hémiparésies ou là, des monoparésies, oui, avec des images cérébrales. Est-ce que ça peut être des cas? Oui. Il y a des enfants pour lesquels ils vont bien. C'est rétrospectivement, quand tu demandes aux parents, tu fais le diagnostic devant quoi? Tu fais le diagnostic devant une atrophie d'une zone cérébrale sur une IRM, parce qu'à l'âge scolaire ou là, quand il va faire du sport ou là, et tu t'aperçois que finalement, il utilise moins bien sa main droite par rapport à la gauche. Il utilise peut-être son pied, il a un petit déficit minuscule, c'est-à-dire que quand tu vas tester sa force musculaire, il y a une petite asymétrie. Et quand tu vas faire l'IRM, tu vas trouver qu'il y a une zone qui est atrophique.
Et à ce moment-là, tu dis, il a fait un AVC très probablement en période périnatale qui est passé complètement inaperçu. C'est un enfant qui va bien, qui a bien mangé, qui a bien grandi, qui a bien été scolarisé. من بعد الوقت اللي غادي يبقى يدير لو سبور ولا يبقى يجري غادي تلقى عنده une petite amyotrophie d'un côté, إما le bras ولا هذه ولا هذه. Et qui a probablement fait des convulsions frustes qui n'ont jamais été vues. Ça existe et c'est décrit. De rien, خويا. نعم سيدي. Oui. Oui, monsieur, tu as raison. On est revenu sur la menu-infusion. C'était une mode dans les années 2000. On a participé à une étude multicentrée quand j'étais à Saint-Vincent-de-Paul et on est revenu là-dessus parce qu'on n'a pas trouvé d'efficacité remarquable. C'était essentiellement dans les liquides dans quand le liquide amniotique est méconial. Donc l'amnio-infusion, c'était pour transformer un liquide épais en liquide moins épais pour éviter l'inhalation. En fait, ça ne marche pas. Bismillah. هذه التالية كاع. Oui. C'est pas la dernière, mais je commence par celle-là. Et alors là, je vais vous raconter deux cas cliniques. Cas clinique numéro 1. Une petite fille qui est née à 39 semaines, 3 kg 500 grammes, grossesse normale, accouchement voie basse, par siège, travail 6 heures, bradycardie fétale à dilatation complète. C'est ce qu'on appelle les ralentissements de l'expulsion. C'est comme ça que ça a été étiqueté, à 60 par minute. Examen fait par la sage-femme. Oui, en fin de à dilatation complète, hop, elle bradycarde brutalement à 60 par minute. La sage-femme qui l'examine, elle dit « Ah, il y a quelque chose qui bat au niveau du vagin. » Procidence du cordon. Voilà, procidence du cordon. Ah oui, procidence du cordon. Donc à ce moment-là, confirmé par l'obstétricien, toc, à ce moment-là, il va regarder, il examine, il ne trouve pas de pouls. Donc il dit, c'est un cordon qui ne bat plus, donc il faut faire une... Qu'est-ce qu'il fait? C'est une présentation de siège. Et quand il y a une présentation de siège, c'est beaucoup plus rapide de faire une grande extraction de siège. Ça veut dire qu'il va tenir la petite par les pieds et il va la faire sortir. Ça demande 5 minutes, alors que s'il doit faire une césarienne, ça demande 15 minutes. D'accord? Donc à ce moment-là, il a dit, oh, décision, soit je fais une césarienne, soit je fais un... Donc je vais aller faire une grande extraction de siège. Il la sort au bout de quelques minutes. Donc... La bradycardie en tout et pour tout dure 17 minutes. L'enfant est né en état de mort apparente. Le gaz du sang montre un pH à 7,32, des lactates à 3,8. Retenez bien ce chiffre. 7,32, 3,8. Les pédiatres qui sont sur place, ils vont la désobstruer, ventilation manuelle, massage cardiaque externe, tac, tac, tac. Ils essaient de l'intuber. Comme il y avait du sang partout, il ne voit pas du tout au fond de la gauche, donc au fond elle saignait, donc au fond de la glotte, il voyait strictement rien. Et à ce moment-là, hop, au moment de l'intubation, la sonde tombe, et le pédiatre qui était sur place, malheureusement, qui a donné plus de l'importance à l'hygiène qu'à la survie de l'enfant. Elle dit, donnez-moi une autre sonde. Donc on lui donne une autre sonde, donc elle perd 1 minute ou 2. Pendant ce temps-là, elle poursuit la ventilation manuelle, massage cardiaque externe, intubation à 6 minutes de vie, récupération d'une fréquence cardiaque correcte. Le pH est à 6,8, base excess moins 22. Acidose métabolique sévère. Le premier pH était à 7 avec un bas excess, avec un lactate à 3,8. Alors qu'est-ce que vous pensez? Oui. D'accord. Quoi d'autre? Qui dit autre chose? Là. Oui. Quoi d'autre? Je raconte un deuxième cas. Hop. Une mère de 20 ans, G3P2, admise à l'hôpital pour travail, col dilaté et évasé, siège, même chose que l'autre. Cordon, hop, procidence du cordon.
non pulsatile, prise immédiatement à la naissance, forceps, TOC, extraction, score d'Apgar à 0 comme l'autre, voilà. Durée de prolapsus 20 minutes, l'autre on avait dit 17 minutes. Gaz du sang, pH 7,24. Prise en charge en réanimation après 20 minutes de réanimation, 6,68. Base excess, moins 22. Quoi d'autre? Est-ce que vous pensez que le pH initial était correct? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui pense que le pH initial était correct dans les deux cas? Lève la main. Qui pense qu'il n'était pas correct? Lève la main. C'est plus facile. Donc, alors je vous explique. La situation, moi je l'ai vécue, j'étais sollicité pour expertiser les deux cas. En contre-expertise, la première expertise qui a été faite, elle est faite par des gens méga connus. Ils étaient patrons quand j'étais interne en culotte courte. Ils ont conclu qu'il y a une prise en charge postnatale qui est mal faite alors que l'enfant est né en bon état, avec en état de mort apparente. On ne dit plus état de mort apparente, mauvaise adaptation à la naissance avec un score d'Apgar à 0,0. Ils ont dit oui, mais le pH était correct. 7,24, c'est un très bon pH, 7,24. Base excess, lactate à 3,8, on est dans les normes. Donc la prise en charge postnatale est 100% responsable de la situation de cet enfant. Et quand j'étais contacté par le Khor, et c'est Denis de Victor qui m'a donné ce dossier parce qu'il l'a pris, le dossier en contre-expertise, je ne sais pas quoi leur répondre. Écoute, donne-moi le dossier, pas de souci, je vais regarder. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. Qui parle? 17 minutes et 20 minutes, ce n'est pas rien. Donc, tu ne peux pas dire c'est un pH normal après 17 minutes de précédence. Et c'est vrai, tu as raison. Et c'est comme ça que j'ai procédé. Goultena, en 3 minutes, elle va passer de 7,24 à 6,68 alors qu'elle est ventilée, massée. Ouf, 17 minutes, elle ne passe de rien à rien. Il ne se passe rien. Elle est en arrêt cardiaque. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça l'argument que j'ai utilisé et je vous explique pourquoi. Voilà. Alors, ça se passe comment? Donc, le fœtus, comme vous le savez, il est alimenté par le cordon ombilical par sa mère. Il y a 2 artères et une veine. Je vous passe sur les détails. Et ce qui se passe aussi, c'est que le cordon ombilical, vous avez la veine qui est plus large, l'artère qui sont plus fines, et ainsi de suite. La veine, elle reflète l'équilibre acido-basique maternel. Le sang veineux de la veine ombilicale, il va de la mère au fœtus, il revient par les artères. Et les artères reflètent le khor, kismito. Et quand j'ai dit ce pH n'est pas normal, ils m'ont dit oui. Au début, honnêtement, je suis parti à l'idée de dire oui, c'est un pH veineux ombilical. C'est l'équilibre acido-basique de la mère. هما قال لي الاخر عندهم كاتبين تما pH artériel. Non, c'est un pH artériel. من بعد بقيت نفكر autrement. D'accord? Voilà. Donc Kismito. Je passe là-dessus. Hop. Je passe sur la technique. Donc juste pour vous dire que le sang de l'artère ombilicale reflète le métabolisme fœtal, comme je vous le dis. Le veineux ombilical reflète le métabolisme placentaire. Et quand vous clampez le cordon, donc on clampe le cordon de chaque côté, comme vous le savez, on isole un bout de cordon ombilical de 20 cm à peu près, et sur ce bout de cordon ombilical, on fait le gaz du sang. On prend soit l'artère, soit la veine, soit les deux, peu importe. Et ce bout, une fois que vous l'avez isolé, avec le bout que vous avez pris, vous pouvez le mettre
sur une table, il peut rester stable pendant 1 heure. Il ne se passera rien pendant 1 heure. Donc, vous êtes tranquille pendant 1 heure. Alors, soit, si ça passe le temps d'1 heure, donc peut être modifié, mais il ne peut pas être modifié de 7,24 à 6,68. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'acidose de 7,24 est une acidose physiologique. Pourquoi? Parce que le travail ou les contractions utérines, elles vont modifier la circulation placentaire. Elles vont modifier la circulation. Quand vous avez une contraction de l'utérus, vous avez une altération de la circulation utérine pendant le travail. Donc vous avez une altération de la circulation placentaire et vous avez une acidose qui s'installe de manière physiologique. Tout accouchement s'accompagne d'une acidose physiologique. Et le pH normal à la naissance, il se situe entre 7,24 et 7,28. En dessous de 7,10, il est pathologique, et au-dessus de 7,10, il est considéré comme dans les normes encore. Là, on était dans les normes. Parfois, vous avez à ce moment-là une hypersénésie ou la chiaja, mais ce n'était pas le cas. D'accord? Donc, dans ce genre de situation, nous avons à ce moment-là, donc je passe, je vous ai dit que le pH est considéré comme pathologique lorsqu'il est inférieur à 7. Au-dessus de 7,10, il est considéré comme encore dans les normes. On est dans les normes. Le premier gaz du sang. Le deuxième gaz du sang, il est en dehors des normes. Donc, je passe là-dessus, je passe là-dessus, je passe là-dessus. Hop. Quand vous prenez certaines situations que nous avons ici, par exemple, procidence du cordon, une mort fœtale in utero, quand vous prenez toute interruption de la circulation placentaire materno-fétale, toute cette interruption, elle va faire quoi? Elle va stabiliser, elle va garder le sang qui est dans le cordon ombilical. Du moment où le fœtus se met en arrêt cardiaque, donc bradycardie à 60, c'est un arrêt cardiaque. C'est clair, vous n'avez plus de circulation. Et donc à ce moment-là, vous n'avez pas cet échange. Le sang, il vient par la veine ombilicale, mais il ne repart plus. Ce qui fait que quand vous isolez avec le bout du cordon ombilical sur lequel vous allez faire votre gaz du sang, c'est le sang qui est là avant la bradycardie. Parce qu'au moment où le cœur s'arrête, vous n'avez plus de retour. Donc ce sang-là, c'est le sang du moment des échanges. Et pendant les 17 minutes, il n'y a eu pas d'échange. Donc pendant ces 17 minutes, pas d'échange. Et le gaz du sang que vous faites au cordon ombilical, c'est le reflet de votre équilibre acido-basique avant la bradycardie. C'est pour cela qu'il est normal. Et que cette acidose par la suite, c'est impossible de passer de 7,24 à 6,68 en 3 minutes, ou la 4 minutes, ou la 5 minutes, ou la 6 minutes, tout en ventilant l'enfant et en faisant un massage cardiaque avec ça. C'est impossible. Impossible. C'est impossible de passer d'un bas excès à -6 ou la -8 à -22. Impossible. Donc du coup, quand vous avez un gaz du sang à la naissance qui est fait au cordon ombilical, il faut l'interpréter en fonction du contexte. Si vous avez un contexte d'arrêt cardiaque fœtal en anténatal, votre gaz du sang, il est faux. Ce n'est pas parce qu'il est prélevé sur la veine ombilicale ou sur l'artère ombilicale. Il est faux tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'échange placentaire pendant la période fœtale. En fait, la dernière période fœtale avant la césarienne ou avant l'accouchement. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Je passe là-dessus. Hop, hop, hop. Après un problème d'adaptation. Alors, un gaz du sang, par exemple, alors, tout dépend de la circulation que tu peux établir. Par exemple, si tu prends un enfant à la naissance et que tu commences rapidement à faire... Pendant les 3 premières minutes, il ne se passera pas grand-chose. C'est-à-dire que tu vas passer le pH à la naissance sur le cordon ombilical est entre 7,24 et 7,28. Le bas excès, il est -6, -8. Les lactates entre 2,5 et 4,5. Ça, c'est dans les normes. Tous les accouchements physiologiques sont à peu près dans cette norme-là. Dans les 2-3 minutes, 4 minutes, c'est très difficile de... Voilà. Donc ton pH, il va baisser à combien? Il va baisser de 7,24, il va baisser à 7,21, 7,19, 7,18. Ton bas excès,
il va passer de -6 à -8 ou la -10. Tant que le bas excès est inférieur à -12, tu es dans les normes physiologiques. Et tes lactates, ils vont passer de 3,5 à 5,5. Tu es encore presque dans les normes. C'est au-delà de 5 minutes que ton acidose s'installe de manière, sauf si ton malade est complètement asphyxique. Ça veut dire que tu ne l'as pas aspiré, que tu ne lui as pas permis d'avoir un peu d'oxygène. Mais si tu lui permets d'avoir un peu d'oxygène et tu l'aspires et tu libères les voies aériennes, ton pH, il va baisser progressivement, très lentement, et tes lactates, ils vont augmenter très lentement. Il ne peut pas avoir cette espèce de switch on, switch off. C'est impossible. Donc c'est ça qui m'a permis. Donc je passe là-dessus. J'ai sauvé la vie des pédiatres. Et les pédiatres, ils étaient très contents. Et خويا انا عندي مشكل مع هذا الاورديناتور ديالك لان ما عنديش لابيتود. Alors, est-ce qu'il faut utiliser le gaz du sang artériel ou le veineux? Peu importe. Peu importe. Quand vous prenez la cinétique des deux, elle est exactement identique. C'est-à-dire ils ont la même courbe. Vous avez la même courbe de pH, IMA artériel ou la veineux, avec un tout petit décalage. Est-ce qu'on prend les lactates artériels ou la veineux? C'est exactement le même profil. Ça ne change rien. Est-ce qu'il faut utiliser le bas excès au lieu du lactate? Non. Le bas excès, on l'utilise, mais c'est un faux... comment il s'appelle le bas excès, il est obtenu par un algorithme. Le bas excès, on ne le dose pas, on le calcule. C'est un calcul qui est fait par un algorithme. Alors que le lactate, ça se dose. Le meilleur reflet de l'acidose, c'est le lactate, le pH et le lactate. Le pH, l'inconvénient du pH, c'est qu'il bouge très rapidement. Le pH, en quelques minutes, il peut se modifier. Les lactates, ils sont très stables. Donc l'intérêt principal, c'est l'acide lactique, parce que l'acide lactique, c'est vraiment le reflet du métabolisme aérobie ou l'anaérobie. Bas excès, c'est un algorithme, donc on s'en fout. Mais ceux qui sont intéressants, c'est le pH, sachant que le pH, il peut se modifier très facilement, alors que les lactates sont plus stables. غادي نشوفوا واحد آخر هذاك هو. On va passer à un autre domaine. Le délai de normalisation des lactates après une souffrance fétale caractérisée. Alors, les lactates, contrairement au pH, ils mettent du temps. Alors, la normalisation des lactates se fait entre 3 et 5 heures. Entre 3 et 5 heures. Alors que le pH, il peut se normaliser en quelques minutes. Enfin, une heure, tu as normalisé ton pH. Tu peux passer d'un pH à 7,10 à 7,30 en une heure ou la deux. Alors que les lactates, si tu as des lactates à 11, il faut à peu près 3 heures ou la 4 heures ou là pour passer à des lactates à 8. Et il faut 6 heures pour passer des lactates à 6. Il faut à peu près 9 heures pour passer à des lactates normaux. Donc, la clearance des lactates, elle nécessite beaucoup de temps par rapport au pH. Le pH, il est beaucoup plus facilement... Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on fait les deux. On dose le khor. Le pH, il est le reflet de la circulation, de la macrocirculation. Alors que les lactates sont le reflet de la microcirculation. Tu peux avoir une augmentation des lactates tout simplement parce que tu as une circulation mésentérique qui est moins bonne. Tout simplement. Alors que ta tension artérielle est très bien, ton enfant pisse, mais tant que ta circulation mésentérique reste basse, tes lactates, ils vont rester élevés. Parce qu'il y a un métabolisme anaérobie qui se fait quelque part. Donc les lactates sont beaucoup plus le reflet de la microcirculation par rapport au pH. Je pense que c'est le dernier cas et on s'arrête. Ou on continue, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai le temps. Donc, Ennio, c'est un petit garçon qui est né à 3,5 kg à terme, 34 cm PC, pH au cordon 7,25, donc dans les normes, score d'Apgar 10, à l'examen en salle de naissance, il va bien, aucun souci, tout va bien. Dans les premières 24 heures, il vomit jaunâtre, et il n'a pas émis son méconium. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous aurez fait?
Bien. Donc, premier diagnostic, c'est une occlusion néonatale. Le premier diagnostic auquel vous allez penser, c'est quoi? Un enfant qui va bien à la naissance, quelques heures après, il vomit. Et il vomit jaunâtre. Jaunâtre, ça veut dire franchement assez bas. Donc, l'obstacle est assez bas. D'accord? Comment? Atrésie du grêle, quoi d'autre? Bravo. Oui, mais la maladie du Hirschsprung, c'est trop tôt. Il faut plus de temps. Quelle est l'urgence pour laquelle vous allez agir tout de suite? Bon, à l'examen clinique, il n'a pas de malformation anorectale. L'anus est perméable. Oui, le mésentère commun, il met du temps. Et tu ne fais rien. Oui, quoi d'autre? Quelle est l'urgence pour laquelle vous allez dire « Putain, il faut que j'appelle le chirurgien pour l'ouvrir. Il faut que j'y l'ouvre maintenant, tout de suite. » J'ai un nouveau-né, moi j'ai un nouveau-né, je suis en réanimation, j'ai un nouveau-né. L'interne, le chef qui me dit « Monsieur, il vomit jaune. Tu l'as examiné? Oui, le ventre est comment? Il est souple, il n'est pas gros comme ça. S'il est gros comme ça me rassure. Quand il a un ventre comme ça me rassure. » Hein? L'occlusion basse ne me dérange pas. Elle ne me dérange pas du tout. Je lui mets une sonde gastrique, je vide l'estomac et je le laisse tranquille. J'appelle le chirurgien, il est 2 heures. Non. Non. Il y a une urgence. Une seule. Que vous devez savoir. Une seule. Et pour lequel vous allez ouvrir l'enfant à 3 heures du matin. Oui, le volvolus du grêle. Il faut sauver le grêle. Eh oui. ما سمعتكش اسمحي لي لا اعتذر ما سمعتش. Donc le volvolus du grêle, c'est la seule urgence quand vous avez un vomissement jaunâtre. Jaunâtre, ça veut dire bilieux chez un enfant qui va par ailleurs, il n'est pas distendu. Et à ce moment-là, vous allez l'ouvrir en urgence. Donc là, et qu'est-ce que vous allez faire avant de l'ouvrir? Vous allez faire quoi comme bilan? ASP, l'ASP Rahnaya. Qu'est-ce qu'il montre? Oui, un ventre mal aéré. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bravo. Quoi d'autre? Alors, vous parlez tout à l'heure d'atrésie du grêle. Vous cherchez quoi? L'image en double bulle. Est-ce qu'on l'a? Mumkin, mais elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. واخا تبان واحد شويه l'estomac راه هنايا نشوفوا هنا l'estomac وهذه تبان بحال une deuxième bulle. واش هذاك سي du grêle distendu واش une deuxième bulle. هذا يبان هنايا le côlon mal aéré. L'ampoule rectale n'est pas aérée du tout. Donc l'ampoule rectale n'est pas aérée du tout. Donc on peut se poser un certain nombre de questions. Donc voilà ce qu'on avait dit à l'époque. On a dit ok, l'estomac, on le voit. Duodénum, on le voit. Il n'y a pas de pneumatose. Ça peut exister. Les entérocolites, voilà. Les onces grêles, on les voit. Elles existent. Voilà, pas d'aération colorectale. Quelqu'un a parlé du bouchon méconial, il a raison. On peut dire, sauf que le bouchon méconial, tu ne vomis pas tout de suite. خصك نهار ولا يومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام عاد باش تكوماسي تفوميسي حتى تعمر مليح. هذا مازال باقي ما عامرش. لو فونتر خاوي ها واحد شويه كاين ولكن مش سي با ce qui prédomine. D'accord. Oui. Donc c'est un niveau qui est grélique. كاينه الاستاذ. OK. Donc هنايا donc on a dit
C'est un syndrome occlusif. Indiscutablement. Un enfant qui vomit, jaune, il est occlus. Il n'y a pas beaucoup d'air. L'occlusion peut être soit organique, soit fonctionnelle. Organique, chez Haja Msdouda, fonctionnelle, chez Haja Maddouz, vous savez, mais ça va passer avec le temps. Ok? Donc c'est comme ça qu'on a réagi. On a dit, alors il faut éliminer les choses les plus graves. Le volvulus. Est-ce que c'est un mésentère commun? Mais allez, j'ai le mésentère commun, mais surtout le volvulus. Qu'est-ce que vous allez faire pour éliminer le volvulus? Éco-Doppler couleur, très bien. Et là, vous allez voir l'image, le tourbillon avec l'artère et la veine qui se sont arrondis. Donc vous allez dire, il y a un volvulus, j'appelle le chirurgien, il l'ouvre. Ok? Menbed, on va regarder les causes fonctionnelles. Fonctionnelles, vous avez tout ça. L'ilius méconial, vous avez la maladie du Hirschsprung, vous avez le POAC, vous avez donc un certain nombre de choses. Il n'est pas hypotrophe, il est à terme, il pèse 3,4 kg, il mange, il a bien mangé. Et quand on compare par rapport à d'autres, on va dire, ah bah très bien, l'atrésie duodénale, l'image en double bulle, l'atrésie jéjunale, l'image en double bulle avec la distension, l'atrésie iléale, il y a les niveaux, là il y a le niveau, tu fais Sid Ahmed, Aziz. Donc, voilà, on n'est pas dans ce contexte-là. Ce n'est pas un volvulus, donc ce n'est pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez opacifier par le bas pour savoir si non, où est-ce qu'il se situe l'occlusion. C'est exactement ce qu'on a fait. On a opacifié par le bas, ou à de l'opacification. Voilà, donc on a opacifié, voilà. Ça passe. Sauf, on a opacifié 3 fois. 3 fois. Première opacification, on est monté, ça coince. A dit, atrésie jéjunale. La radiologue, c'était pas n'importe qui, c'était Danielle Pariente, l'une des meilleures radiologues de sa génération, qui nous dit revenez demain, je n'achète pas. On a opacifié un peu, donc ça monte un peu plus. Vous voyez, on a déjà dépassé le truc. Pas convaincu, il y a un obstacle. On a opacifié la 3e fois. Et à l'époque, il y avait M. Gauthier, chirurgien, excellent chirurgien comme vous le saviez, meilleur greffeur hépatique pédiatrique de France. Et M. Gauthier, lui, je l'ouvre. Ça fait 3 opacifications, ça ne monte pas suffisamment, ça ne monte pas assez vite, je l'ouvre. C'est une atrésie du grêle. Je mets ma main à couper que c'est une atrésie du grêle. قلت له واخا سيدي بلا ما نحيدوا الكليد ولا الرجل ولا حتى شي حاجه اخرى voilà. Il ouvre, voilà ce qu'il trouve. Et il m'appelle, راني عاقل عليها, قال لي une des penseuses قالت لي Monsieur Gauthier vous demande de descendre. Je descends au bloc. هو يقول لي Mousse, regarde ce que j'ai trouvé. Un ileus. Ileus méconial, c'est mucoviscidose. Voilà. Donc, après, je mets la pince. Voilà la pince. Je mets avec le méconium élastique. C'est un ileus méconial chez un enfant qui a une mucoviscidose néonatale. Et c'est pour cela qu'on n'arrivait pas à monter, par l'opacification, on n'arrivait pas à monter plus haut. Donc, intervention à J1, pas d'anomalie morphologique, et c'est un ileus méconial. Les intestins étaient pleins à l'écho, et on était gêné par une chose, par la distension aérique. Et comme tu le sais, mon cher ami, l'air, c'est l'ennemi de l'écho. Et donc, du coup, à l'écho, on avait une telle distension qu'on n'arrivait pas à passer. Parce que si on avait vu un magma
une stase très importante avec des intestins qui sont pleins de matière solide. Peut-être que. Il y a 3 opacifications. Il nous a, on l'a staffé 3 ou 4 fois avant de l'opérer. Et quand on l'a opéré, il s'est avéré que c'était finalement un illus. Non, on n'aurait pas vu plus. Non. La seule chose qu'on aurait vu, le scanner abdominal. Non, on a fait l'écho abdominal à la recherche du volvulus du grêle. Parce que la première cause qu'on a voulu éliminer, c'était le volvulus du grêle. Et c'était la hantise. De toute façon, c'est notre hantise. Un enfant qui vomit vert, obligatoirement une écho abdominale. Obligatoirement. Si l'écho abdominal ne montre... Parfois, l'écho abdominal, on est gêné par l'air. Si le radiologue dit « je n'arrive pas à voir les vaisseaux », mésentérique, opacification. Opacification par voie haute pour regarder le mouvement le déodénum ou la rotation déodénale et intestinale. Si on a un doute, on l'ouvre. Exceptionnel qui ne sera jamais vu par personne. Out. C'est exceptionnel, ce qui a été exceptionnel. Personne ne le verra plus. Oui. Oui. Tout le monde va être averti de savoir que le Kismito. Voilà. Les choses simples à Mustapha. Oui. Quand quelqu'un vomit vert, oui. Ça peut arriver. Et après, quand on le met au repos digestif pour voir, parce qu'il y a une période de surveillance, quand vous avez sur une sonde gastrique du liquide vert, qu'est-ce que vous faites? Premier réflexe. Regardez si la sonde est trop loin. Exact. C'est-à-dire, si vous dépassez le pylore, vous changez de sonde. Oui. Aoul haja vous faites quand vous avez une sonde gastrique qui ramène du liquide vert, vous changez la sonde. Oui, vous vérifiez. Parce que quand elle dépasse le pylore, votre résidu sera vert. Absolument. Le dernier cas. Alors, un nouveau-né, 8 jours de vie. 8 jours de vie. Il vient en réanimation, il est hospitalisé parce qu'il est tachycarde, il est essoufflé, il est tachypnéique, il n'arrive pas à boire, et il a des signes d'insuffisance cardiaque droite avec un gros foie. Les bouts périphériques sont perçus partout, et il a une turgescence des veines du jugulaire comme une insuffisance cardiaque droite. Vous pensez à quoi et vous faites quoi? Canal artériel, oui. Quoi d'autre? Les pouls sont amples. Il est à terme, il est sorti chez lui, il revient à 1 semaine de vie. Donc on est devant quelle situation? Situation d'insuffisance cardiaque droite. On n'a pas encore d'OAP, donc on n'a pas d'insuffisance cardiaque gauche. On a une hépatomégalie, turgescence des veines jugulaires, et on n'est pas encore en stade d'œdème diffus ou l'échihaja. Donc vous allez demander quoi comme examen? Premier examen. Radiothorax. Est-ce que tu as des poux ou tu n'as pas de poux? Oui, les poux, ils existent. En bas. Les poux, ils existent. Ils existent toujours. Ils existent. Ce sont des poux pulsatiles, bien perçus. Oh. Tous les deux, tous les 4. Les 4. La radiothorax est là. Donc vous avez quoi? Une cardiomégalie. Yak. Vous avez... Donc là, on voit qu'il a un cathéter central, il a une sonde d'intubation, vous avez la carène qui est, qui est un petit peu ouverte, vous avez une cardiomégalie, et vous n'avez pas de signe d'OAP. Un petit peu. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas ce qui prédomine. Donc, on est devant une situation d'insuffisance cardiaque droite qui arrive à J8 de vie, chez un nouveau-né qui, par la suite, allait très bien, et qui, brutalement, arrête de boire, et ainsi de suite. Vous pensez à quoi? Effectivement, le canal artériel, ça se discute. La coarctation de l'aorte, ça peut se discuter aussi. Si vous avez un canal artériel, oui, si vous avez un canal artériel large, vous pouvez avoir des poux. Ils peuvent être conservés. Donc à ce moment-là, ils peuvent chanter par un canal artériel. D'accord? Pensez à quoi d'autre? Pensez à une... Yes.
Quoi d'autre? Vous allez faire, vous m'avez dit, une écho cardiaque. Donc l'écho cardiaque, je pense que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais elle montre, je vais vous donner, elle montre des signes d'insuffisance cardiaque droite et gauche, avec un VD dilaté, un VG légèrement dilaté, hyperkinétique, et avec un débit cardiaque supérieur à la normale, qu'on appelle un VG hyperkinétique. Ça vous oriente? Non, ça ne vous oriente pas. Alors, quand vous allez examiner cet enfant, vous allez examiner comment? Examiner, ouais. Le diagnostic a été fait par une assistante, mon âge, qui est très bien, qui est très bonne clinicienne, qui ne sait pas faire l'écho. Elle n'a jamais fait d'écho. C'est la seule qui ne sait pas faire de l'écho dans le service. Elle l'a examiné minutieusement. Donc vous allez chercher le foie, elle l'a trouvé. La turgescence, elle l'a trouvé. Vous allez regarder les œdèmes méthodiquement. Elle a ausculté pour chercher un souffle. Elle a regardé les pouls, comment? Elle a ausculté le foie, elle n'a pas trouvé de souffle. Ah, bravo, Naama Sidi. Hattahiya. Elle a ausculté le crâne. Je pense qu'il y a... Donc, elle a mis sa main sur la fontanelle pour savoir si la fontanelle, elle est daïra. Parce qu'il y a, peut-être un choc septique ou la chihaja, نشوف la fontanelle, est-ce qu'elle est tendue ou la chihaja, et elle avait l'impression que la fontanelle, elle vibre. Il y a quelque chose qui bouge au niveau de la fontanelle. Elle ausculte, elle a un souffle au niveau de la fontanelle. D'accord? Donc, c'est un shunt au niveau, c'est l'anévrisme, c'est la malformation artério-veineuse de Galien, qui décompense souvent à cet âge-là et qui donne une insuffisance cardiaque droite au début, puis une insuffisance cardiaque globale, hypercinétique, parce que là on se fait avoir, quand on fait une écho et on a quand on calcule le débit cardiaque et on a un débit cardiaque très élevé, on est parfois, quand on dit « Ah, le débit cardiaque mzien, donc ce n'est pas un choc, ce n'est pas... » Si, c'est un choc. Parce que là, vous avez exactement le même mécanisme qu'un canal artériel. Vous avez un retour très rapide avec un vol. Donc vous avez une ischémie basse, avec une mauvaise circulation basse, une insuffisance cardiaque, et vous avez du sang qui tourne sur place, avec un cœur qui se dilate, parce que vous avez un vol. Exactement le même mécanisme que le canal artériel. Donc il faut penser à ausculter tout, y compris, voilà... Et quand on a fait l'écho cérébral, voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé une énorme malformation vasculaire cérébrale qui est évocatrice d'une malformation de Galien. Et quand on a fait l'écho, il y avait des signes d'HTAP avec, vous voyez, un VD qui est dilaté, un VG qui est écrasé et un septum droit de type 2, le septum interventriculaire qui est là, le VD, le VG. De type, voilà, donc c'est une HTAP. Et quand on a regardé à l'écho le canal artériel chante droite-gauche, ça veut dire que les pressions pulmonaires étaient supérieures aux pressions systémiques. Et quand on a regardé l'AP, vous voyez, l'AP, elle est énorme par rapport à l'aorte, alors qu'habituellement, elles font toutes les deux. Celle-là, elle doit faire 9 mm, celle-là 9 mm, celle-là, elle fait 8 mm, celle-là, elle fait à peu près 10. Donc, elle est plus large, ce qui n'est pas normal. Non, il était hyperkinétique à cause du le retour qui était plus rapide, comme dans un canal artériel. Donc le cœur, il reçoit, en fait, il envoie un volume, il reçoit 1,1, il envoie 1,1, il reçoit 1,2, et progressivement, il reçoit 10%, 15%, 20%, il reçoit plus de retour que ce qu'il envoie. Donc automatiquement, il se dilate, et quand il se dilate, il commence à se contracter beaucoup plus vite pour pouvoir évacuer. C'est pour cela qu'on l'appelle hyperkinétique. Alors que quand il y a une asphyxie, il est akinétique, il est hypokinétique. Voilà, Allah yarham al-walidin. Tiens, j'ai une question à la salle. Oui. Qu'est-ce qui donne un poumon blanc chez le nouveau-né? 4 situations. 4 situations. Un poumon blanc. Un poumon blanc. Quoi vous pensez? Alors, Blati, vas-y.
Alors, c'est les 4. Parmi les 4, il y a, quand vous avez bien sûr une MMH, ça c'est clair, canal artériel, 8e jour, quand ça devient blanc d'un seul coup, etc. Le retour veineux pulmonaire anormal. Bloqué, total Et, bloqué. voilà. Et bien sûr, les infections en septobé. Voilà, les 4 situations. Quand vous avez ces 4 situations, et puis quand vous soupçonnez un retour veineux pulmonaire anormal et qui est bas, le cathé ombilical est interdit. Yes. Parce que sinon, vous tuez immédiatement le gamin. Je rappelle juste qu'en 1992, on cohabitait avec Hassan Afilal à Saint-Vincent-de-Paul et on a reçu un nourrisson qui avait 1 mois et quelques jours de vie pour une détresse respiratoire et un poumon blanc. Et on a pensé premièrement CMV, bronchiolite, nanana. Et Hassan, il le regarde, il dit « Bizarre, je pense que c'est un nerf VPA. » Tu te rappelles, Hassan? Je pense que c'est un nerf VPA, total, bloqué. À 1 mois et demi de vie. On s'est tous commencé à se moquer de lui. Et à ce moment-là, mais c'est vrai, on a commencé à se moquer de lui. Il nous a dit, j'ai l'impression qu'il y a un signe ici qui s'appelle, comme le signe de cimetière. Le signe de cimetière, c'est comme une espèce de sabre, un signe de sabre comme ça. On a envoyé un équerre chez Daniel Sidi, et Daniel Sidi l'a appelé en disant, putain, il est fort le mec. Mais je vous assure, et c'est... Hein, tu te rappelles? Ça fait trop longtemps. Non, mais je me rappelle parce qu'on allait publier le cas. On allait le publier et on a eu quelques bâtons dans les roues parce que ديك الوقت العرب كانوا ما عندهمش لا قدرة لهم واخا كنا en chiffres assez élevés voilà. Donc c'était vraiment, et je me rappelle parce que ça a duré 24-48 heures où on s'en moquait de la zone. RVPA, 1 mois de vie. T'as déjà vu un RVPA à 1 mois de vie? Il a dit, moi je n'ai pas vu, mais symptomatologiquement, tel que je le vois, un poumon blanc comme ça, avec un signe de cimetière, plus un enfant qui est en hypoxémie, pour moi c'est un RVPA. Au final, c'est un RVPA total bloqué. En fait, pour la publication, on avait fait tout le travail et tout, et normalement celui qui découvre, il a le nom d'Yellow en premier, le chef de service en dernier. Et la chef de service, elle nous a dit de placer 2 Français avant nous, et on a refusé de publier. Ça m'est arrivé une fois, quelques mois auparavant, pour un enfant qui avait une dermatose, ce qu'on appelle une... C'est des enfants qui n'ont pas de glande sédoripare. Et ils ont une agénésie dentaire associée. J'étais de garde, il est venu pour une mort subite du nourrisson. Et ce nouveau-né, enfin ce nourrisson qui était mort, il était mort, mais il était chaud. Il était chaud. Habituellement, quand on est mort, on est froid. Et moi, je l'examine, je marque décès, enfant chaud. Et à ce moment-là, le lendemain, on a vu avec la chirurgienne maxillofaciale qui nous a dit, quand je l'ai examiné, je trouvais qu'il avait une espèce de petite dysmorphie faciale, et à l'époque, systématiquement, on faisait une radio de squelette, enfin corps entier, radio corps entier, et il n'avait pas de dents. Donc il n'y avait pas d'ébauche dentaire. On en a parlé, eh bien, il existe un syndrome où les nouveau-nés, enfin les fœtus n'ont pas de dents, et c'est une ectodermose où ils n'ont pas non plus de glande sédoripare, et ils meurent par hyperthermie maligne. Donc, kivache. Et j'avais écrit l'article à l'époque, complètement écrit, de A jusqu'à Z. Et au moment où il est sorti, il n'y avait pas du tout mon nom. Il y avait 3 noms qui étaient les noms des L'Orient. Mon nom n'a pas figuré. Et quand la chef du service, je lui ai dit, elle m'a dit, de toute façon, vous allez repartir au Maroc, vous n'avez pas besoin de publication. Au revoir. Clairement, c'était comme ça que ça s'est passé. Tout l'article. Avec tout. C'était une rareté. L'article خرج. Tu ne peux pas soumettre toi-même l'article, le subordonné. Donc, tu mets pas, bien sûr, tu mets pas de nom. Tu donnes l'article, machin. Ou l'article خرج. وقالت لنا ملي شفتو قلت لها علاش ما درتيش السميه ديالي قالت لي de toute façon tu n'as pas besoin hein. Tu vas partir au Maroc donc tu n'as pas besoin pour ton CV. Voilà. Oui, c'est comme ça بدينا في والحمد لله الله تعالى bien sûr وفقنا plus que la personne qui nous a maltraités à Hassan.
Ça te rend plus fort. Et surtout, quand on voit l'Aqiba Ftali, nous, on s'en sort pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les cas que je vous ai racontés, même si c'était un peu rapide? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des remarques? Les commentaires, c'est pour montrer un petit peu la difficulté. Donc, où vivent dans les zones éloignées ou là, dans les centres qui ne sont pas équipés. Donc, vous voyez comment la procédure, donc la prise en charge, donc les diagnostics évoqués, ce n'est pas toujours évident. Là, donc, quand vous avez parlé, donc, vous avez fait une contre-expertise à ce niveau. Donc, c'est a posteriori, donc on réfléchit quelquefois. Mais devant donc, le cas, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'il Aziz, tu vois, pour les deux patients pour lesquels Denis de Victor m'a sollicité, هو شا قال لي تعرفوا واش غادي دير ولا لا؟ غادي تاخذ منهم واحد 1000 اورو وسير فوالا انا قال لي جو ساش هكذا والله العظيم قال لي جو ساش خذ منهم واحد 1000 اورو اللي نبغوا لا كونتر اكسبرتيز وسير صفر. Mais je ne suis pas. J'ai commencé à chercher. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, quand j'ai exposé à Denis, il était étonné. Oh, il a utilisé avec le modèle que je lui ai donné, il a utilisé plusieurs fois après en me disant, et à chaque fois il me dit, Mousse, je te remercie. Franchement, tu m'as rendu un service en faisant penser à Hadal Khor. Donc ce sont des choses qui... La même chose, c'est vrai que quand on est dans une équipe pluridisciplinaire avec les chirurgiens, avec les radiologues, et qu'on a des staffs, parfois on a 2 staffs par jour, c'est beaucoup plus facile de dire a posteriori, quand on est tout seul, on ne peut pas. On peut pas. On arrive à se mettre d'accord rapidement, alors que quand on est nombreux, le débat est tendu. Hein. Le débat, donc ça ouvre sur d'autres pistes. Voilà, je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. Je laisse le dernier mot à Monsieur le Président du Congrès.